Bonjour. Bienvenue sur Europe 1 ce matin. Vous êtes économiste, professeur à l'École normale supérieure, le début du G20 à Séoul. Est-ce que ce G20 est plus important que les autres, que les précédents ? Non, je pense pas. Je crois que le plus important, c'est le G20 qui s'est tenu dans le feu de la crise, que ce soit celui de Pittsburgh, que ce soit celui de Londres ou le premier des G20 à Washington. Là, il s'agissait de faire face à une crise planétaire. On ne savait pas où on en allait, où on allait. Donc, indiscutablement, c'était ça les G20 importants. Maintenant, la question est plutôt de trouver un deuxième souffle pour ce G20. Alors, c'est la question des monnaies qui va dominer ce sommet du G20. Pour bien comprendre, quels sont les risques liés au désordre monétaire pour notre économie mondiale et française ? Alors, pour l'économie française et pour l'économie européenne, c'est très simple. Le risque, c'est que le dollar perde continuellement de la valeur, que l'euro retrouve des niveaux stratosphériques, 1,50, 1,60 comme cours d'échange contre le dollar. Ça veut dire, en fait, tout simplement que pour nos exportateurs, ce serait une très très mauvaise nouvelle et donc, au bout du compte, pour la croissance française aussi. Alors, il y a justement cette bataille en ce moment avec les États-Unis qui font marcher la planche à billets, la Chine qui laisse sa monnaie sous-évaluée. Est-ce que ça veut dire que nous, on est condamnés à être face à ce duel entre les États-Unis et la Chine ? C'est évidemment le risque majeur. C'est le risque majeur. Les États-Unis sont en train, vous le disiez très bien, de faire tourner la planche à billets. Ils ont même donné un chiffre. 600 milliards de dollars vont être créés dans les prochains mois pour relancer l'activité économique. Où ces dollars vont-ils aller ? Ils vont tout simplement essayer de sortir des États-Unis. Ça fait baisser le dollar. Ça apprécie les autres monnaies. Il y a un bras de fer avec les Chinois. Les Chinois semblent décidés à maintenir le yuan à la valeur qui est la sienne aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui reste ? Il reste le yen, il reste l'euro, quelques monnaies de pays émergents comme le Brésil et la monnaie coréenne, par exemple. Mais le cœur de monétaire qui sera touché, c'est la zone euro. Mais Daniel Cohen, l'euro, c'est quand même pas une monnaie anecdotique. Nous, on ne fait pas le poids face au dollar et face au yuan ? Face au dollar, pour faire le poids, comme vous dites, il faudrait que nous aussi, nous soyons prêts à avoir une politique monétaire très très laxiste, encore plus laxiste que celle des États-Unis, c'est-à-dire être prêt à créer exactement autant d'euros qu'il ne se crée de dollars. Pourquoi nous, on ne fait pas de la planche à billets ? Alors, pourquoi on ne fait pas de la planche à billets ? Pour plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles, c'est qu'effectivement, à Francfort, il y a un autre consensus à la Banque Centrale Européenne, il y a un autre consensus qu'aux États-Unis. À Francfort, on s'inquiéterait d'une politique comme celle-là pour les risques inflationnistes qu'elle ferait peser à terme sur la zone euro. Aux États-Unis, on est prêt à prendre ce risque, mieux on l'encourage. Ben Bernanke, le patron de la Fed, dit « Je sais, ça va créer des anticipations inflationnistes, c'est ce que je veux. Je veux que les gens recommencent à penser que l'inflation va être haute. » Pourquoi ? Parce que comme les taux d'intérêt sont très bas, ça perd de son efficacité, des politiques monétaires trop laxistes, quand l'inflation est trop faible. Donc il veut retrouver de l'efficacité en relançant les anticipations d'inflation. Mais c'est totalement utopique, non, de penser qu'on va harmoniser les taux de change ? Alors, c'est une vieille utopie. J'ai envie de dire, c'est une vieille utopie française aussi. Déjà, le général de Gaulle, au moment où il était en guerre déjà contre le dollar, parce qu'il craignait que les États-Unis, à l'époque, et comme aujourd'hui, une politique monétaire trop laxiste, voulaient ancrer le système monétaire international sur l'or. Dans son idée, c'était une façon de rappeler les États-Unis à leurs responsabilités et au fond à la rigueur monétaire. C'est une vieille lune. Donc ça veut dire que c'est un G20 qui ne sert à rien ? C'est un G20 qui risque de déboucher sur beaucoup de désillusions. Alors, il y a le rapport entre l'euro et le dollar, on vient d'en parler. Il y a en réalité une autre guerre, vous l'avez évoqué aussi, entre le dollar et le yuan. Peut-être que des compromis vont être trouvés. Vous avez lu qu'à défaut de trouver un accord sur les parités de change, les États-Unis ont demandé qu'on trouve un accord sur les déséquilibres de balance des paiements, c'est-à-dire qu'il faudrait que les pays en excédent le réduisent pour retrouver un équilibre des relations internationales. La Chine semble intéressée par cette proposition, qui est plus simple pour elle à mettre en œuvre que la modification de la parité. Donc, il peut se faire que des accords soient trouvés, moins sur le change que sur les déficits de balance des paiements. Alors, on passe là à cette volonté de réformer le système monétaire, alors que, vous m'arrêtez si je me trompe, on n'a pas vraiment réformé le système financier, le capitalisme mondial, le système bancaire, bref, tout ce qui a provoqué la crise. Alors, on passe vite à un autre chapitre. Alors, on passe à un autre chapitre. À la décharge des membres du G20, ils ont tout de même réalisé des avancées dans le domaine de la réglementation financière, bancaire. Il y a un dispositif qui s'appelle BAL 3, c'est-à-dire un nouveau dispositif qui vise à exiger des banques plus de garanties qu'elles n'en ont données. Il y a toujours la spéculation, il y a toujours les produits financiers qui ont provoqué la crise que l'on a connue, non ? C'est sûr, on reste dans un monde financier qui est écervelé. Mais tout de même, des progrès ont été faits.
En Europe, par exemple, Michel Barnier a fait voter ou sur le point de faire voter un dispositif qui va encadrer davantage les hedge funds. Donc on ne peut pas revivre la même crise aujourd'hui ? On peut bien entendu revivre la même crise, ça sera sous une forme différente. On peut imaginer des hedge funds qui seront justement en dehors de la réglementation qu'on est en train de construire, qui recommenceraient à faire des bêtises. Mais disons au moins à l'épicentre de la crise, tout le monde sait que les banques se sont trop endettées, notamment aux États-Unis, qu'elles ont pris des risques qui ont consisté à faire circuler des produits qu'on ne comprenait pas et les ont distribués à l'ensemble de la planète. Là, il y a des progrès qui ont été faits pour réguler la circulation de ces produits et les risques, l'exposition au risque des banques en question. Pour conclure, Daniel Cohen, G20, crise monétaire, ça a un côté un peu abstrait pour beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce que ça peut changer dans notre quotidien ? Alors, je pense encore une fois, la question de la parité de l'euro, c'est la question centrale pour la vie de tous les jours en France. C'est-à-dire qu'un dollar à un niveau ou un autre, ça a des implications. D'ailleurs, pas toujours dans le mauvais sens. Un euro fort, ça veut dire aussi que le prix des matières premières qu'on achète sera aussi plus faible. Donc, on verra des effets en ciseaux. Donc, pour les gens qui achètent des biens importés, que ce soit des produits de haute technologie venus d'Asie ou des matières premières, ce sera une bonne nouvelle. Pour les gens qui sont au front de l'exportation, ceux qui fabriquent des Airbus, etc., ce sera une très mauvaise nouvelle. Donc, ça ne sera pas un bien ou un mal absolu, mais les Français verront, dans un sens et dans un autre, les effets de cette valse des monnaies sur leur vie, sur leur emploi et sur leur pouvoir d'achat. Daniel Cohen, merci beaucoup, économiste, professeur à l'école normale supérieure. Bonne journée. Normale supérieure. Bonne journée. Normale.